Chers auditeurs de Fréquence Soleil Vert, bonsoir. Ravage est aux commandes pour une nouvelle émission sur un sujet un petit peu plus détendu que d'habitude, encore que, puisque je vais parler du véganisme. Je suis accompagné de l'éternel camarade Flanders. Bonsoir. De Jeannot. Bonsoir. Jeannot, vous avez déjà entendu sur une précédente émission sur le monde rural. Et nous recevons ce soir un autre camarade, Rodolphe. Bonsoir. Et Rodolphe, tu es présent avec nous au titre que tu es vegan. Tout à fait. Tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'il en ressort. Je fais juste un petit point d'abord sur le véganisme en tant que tel. Donc ça a été pas créé, mais on va dire institutionnalisé par un homme qui s'appelle Donald Watson, qui était professeur de menuiserie, qui était anglais, qui est mort en 2005, et qui donc a fondé la Vegan Society en 1944 avec son épouse et 4 de ses amis. Pour un petit peu expliquer rapidement son parcours, il était chez son oncle, qui était fermier. Il avait été extrêmement choqué par l'abattage d'un cochon. À 14 ans, il est devenu végétarien, donc il ne mangeait plus ni de poisson ni de viande. À 27 ans, il a renoncé aux produits laitiers, donc on a dit qu'il est devenu végétalien. Et donc c'est lui qui, avec cette Vegan Society, un petit peu écrit, posé sur papier, il avait même un journal, je crois, le mode de vie vegan. Donc déjà, toi, Rodolphe, comment est-ce que tu définis le véganisme et comment est-ce que tu le pratiques au quotidien ? Je dirais que le véganisme, avant d'être une conception idéologique, c'est un mode de vie alimentaire fondé sur la non-consommation des produits carnés. Donc tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson, tout ce qui est œufs, enfin voilà, tout ce qui est produit issu des animaux. Et puis le mode de vie vegan, c'est pas uniquement lié à l'alimentaire, c'est aussi lié au vestimentaire, au divertissement, à la fréquentation de lieux où sont exploités les animaux. Donc c'est un mode de vie qui vise à tendre à une certaine éthique dans les relations entre les animaux et les êtres humains, de manière à ce que dans notre quotidienneté, on ne puisse pas entretenir un système qui exploite les animaux. Donc je pense que c'est avant tout une vision compassionnelle des animaux qui se décline au quotidien dans un mode de vie, si vous préférez. Et toi, j'imagine que tes parents n'étaient pas... Non, pas vegan et t'ont pas élevé forcément là-dedans. Ouais. Quel est ton parcours pour arriver à ce raisonnement, à cette conclusion ? Alors à la base, il est pas du tout intellectuel ou idéologique. Moi j'ai toujours été entouré d'animaux. Mes parents adoraient les chats et les chiens, donc j'ai toujours développé, étant très proche des animaux de compagnie de mes parents. Alors ça pouvait être de sortir avec eux, jouer avec eux dans le jardin. Je me suis toujours senti une certaine affection pour les animaux. Et puis il y a eu un élément un peu fondateur dans ma vie, c'est que j'ai vu un documentaire qui s'appelle Earthling, qui avait été produit et écrit par Joaquin Phoenix, alors que vous connaissez sûrement puisqu'il a fait le film Joker qui a été césarisé récemment. Et là j'ai découvert en 2 heures l'envers du décor et la manière avec laquelle on traitait les animaux. Et ça a été une véritable claque, on pourrait même dire traumatisme. J'ai mis des semaines à m'en remettre. Et je pense que ça a germé dans mon esprit jusqu'à un jour devenir définitivement vegan. Donc toi, donc évidemment, tu consommes pas de viande, pas de poisson. Est-ce que tu consommes du coup des produits issus des animaux, du lait, du miel par exemple, des œufs aussi ? Alors le lait, c'est vrai que maintenant je suis passé au lait de soja ou au lait en poudre pour éviter justement le lait issu des animaux. Au niveau de la consommation des œufs, il m'arrive de temps en temps d'en consommer, mais vraiment à titre exceptionnel et quand ça vient de petites exploitations qui n'engendrent pas cette souffrance de l'industrie animalière. Et j'essaye également de faire attention à la manière avec laquelle je m'habille en évitant ce qui, notamment au niveau de la fourrure qui engendre. Et puis bien évidemment, je ne vais plus dans les dolphinariums ou les cirques, où là il y a des animaux en captivité qui sont exploités toute leur vie. Et on n'est pas des médecins, mais est-ce que la critique qu'on fait souvent rapidement sur le véganisme, c'est que du coup ça développe beaucoup de carences alimentaires pour les vitamines, etc. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai pour tout ? Est-ce qu'il y a des moyens de compenser ? Est-ce que c'est possible pour tout ? On dit souvent d'ailleurs, pour un homme ou une femme dans la force de l'âge et en bonne santé, il est possible de compenser par d'autres aliments ou d'autres vitamines, mais que c'est d'autant plus compliqué pour des nourrissons, pour des femmes enceintes, pour des personnes plus âgées, malades, etc. Sur la vitamine B12 en particulier d'ailleurs. Alors oui, c'est vrai que ça serait malhonnête de dire que scientifiquement il n'y a pas de risque à devenir vegan. Moi j'aurais tendance à dire que tous les produits carnés qu'on ne peut plus consommer, il faut vraiment les compenser par autre chose.
Alors ça peut être des lentilles, ça peut être des algues, ça peut être des légumes, ça peut être des pommes de terre. Et surtout, il faut quand même régulièrement s'astreindre à des cures de B12. Alors vous en parliez justement, la B12 c'est quand même un nutriment qui est très présent dans les produits issus des animaux. Et ne pas se supplémenter en B12, alors notamment pour les nourrissons, les jeunes enfants, ça peut être un danger de santé. Donc ça suppose beaucoup de discipline pour avoir une santé équivalente à celui d'un carniste classique. Du coup, la B12, à part naturellement, comment tu peux l'avoir? Sous forme de cachet. Moi, à titre personnel, je Donc prends... c'est purement industriel. C'est vrai que c'est purement industriel. Alors après, vous avez de la B12, comme d'ailleurs la viande, hein. Vous avez de la B12 industrielle, vous avez de la B12 un peu plus locale, un peu plus bio, un peu plus éthique. Moi, je m'impose à titre personnel d'acheter une B12 que j'estime étant de meilleure qualité et plus bio. Non, parce que là, on retrouve un peu l'un des gros problèmes du véganisme, qui est la dépendance au système industriel, puisque on parle souvent de produits de compensation, puisque bon, Tout à fait. autant être végétarien, donc consommer des œufs, du lait et des légumes en local, c'est faisable, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est même ce que faisaient majoritairement les gens autrefois, parce que la viande, c'était une fois par semaine, c'était assez rare au final. La consommation de viande n'était pas aussi énorme qu'aujourd'hui, et même c'est une mauvaise chose, la consommation de viande massive aujourd'hui n'est pas une bonne chose en soi, mais le fait est qu'autrefois, on avait un équilibre qui se faisait autour d'une consommation locale qui permettait un mode de vie végétarien, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de manger de la viande, c'était facultatif, par contre on compensait, on avait des œufs, on avait le lait, on pouvait avoir le poisson, et du coup on n'avait pas besoin de compléments industriels comme aujourd'hui. C'était le mode de vie naturel du paysan français d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec Flanders, mais d'autre part, pour soutenir un petit peu Rodolphe, très clairement, il est vrai également, et c'est l'argument, et c'est le véritable argument de la patronne de L214 actuellement, c'est de dire que la B12, c'est vrai, elle le dit, il se supplémente avec des cachets, on vit avec la pharmacie, d'accord. En revanche, une bonne partie de la B12 dans de la viande que nous trouvons actuellement en supermarché, je ne parle pas de la viande qui est, enfin, du coup, une très grande partie de la viande qui se trouve chez le boucher, mais en supermarché, dans l'aliment que l'on donne aux bovins, par exemple, pour avoir à la fin de la chaîne de production un steak à mettre dans sa poêle, il y a un complément en B12 qui se fait par, non pas par les OGM, mais par divers contournements de l'industrie agroalimentaire. Le lin coûte trop cher, on veut pas en mettre, dans ce cas-là, on va on va suppléer avec d'autres manières. Donc voilà, donc une partie de la B12 qui se trouve dans les steaks qu'on achète, mais énormément, et en 99% en supermarché, il y a également un côté pharmaceutique là-dedans. Donc c'est pour ça que moi, par rapport au véganisme, alors moi le véganisme, moi je me situe dans le fait que les véganes, ma foi, m'importent quelque part peu, chacun fait ce qu'il veut et met ce qu'il veut dans son assiette. Je suis personne pour l'imposer, tant que vous m'embêtez pas, il n'y a pas de souci. Ce que je déteste en revanche, ce sont les véganes qui vont manifester dans les abattoirs, ce sont les véganes qui vont vouloir m'imposer leur mode de vie. En revanche, je dois reconnaître sur les véganes, et quelque chose qui est, je pense, très important, c'est que ils ont mis le point là où le doigt là où ça faisait mal, c'est-à-dire que ils ont pris des vidéos de scènes qui ne devraient pas se produire. Je ne parle pas des abattoirs où trop de scènes sont falsifiées avec des abattoirs qui viennent, des vidéos qui sont prises en réalité en Australie, etc. et non pas dans des abattoirs français. Mais en revanche, par rapport à l'industrie de l'élevage, des mots qui ne devraient pas aller ensemble, où on peut voir parfois toutes les bêtes du monde les plus maltraitées possibles. Et moi, dans mon cœur, mais c'est quelque chose qui est dommage. L'industrialisation, que ce soit dans le modèle classique de l'alimentation, donc à savoir omnivore, ou dans le modèle vegan, il y a l'industrie qui est omniprésente. Et en soi, c'est mauvais. Je pense qu'on en reviendra plus tard. On peut en parler maintenant. Et je pense qu'en effet, on a tous vu beaucoup de ces images où on voit par exemple des poulets qui sont piqués pour qu'on ait avoir des hormones en plus, qui ont des cuisses énormes et qui à la fin peuvent mourir de crise cardiaque pour qu'ils grossissent plus vite. On a déjà un petit peu parlé de notre... Alors ça c'est pas en France par contre, mais... Je crois que c'était en France, en Bretagne. Non, parce que le principe pour avoir ça, c'est des traitements aux hormones qui ne sont pas autorisés en France. Tout à fait, il faut attendre le traitement aux hormones, le fait de piquer les vaches pour qu'on ait que des culards partout, etc. Ça c'est vraiment très américain, mais c'est encore c'est les années 75-80, c'est interdit extrêmement tôt en France, parce qu'en France en fait... Alors attention par contre, avec les accords récents avec le Mercosur, c'est sûr. Il y a un risque de changement quand même assez alors non, sinon c'est de la viande qu'on peut retrouver sur le marché.
Ça veut pas dire que, mais en revanche, dans les élevages Oui, mais français, on n'a pas de piquage. C'est la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'une fois qu'on autorise l'importation de cette viande, est-ce qu'on a légitimement le droit d'intéresser sa production localement? Il y a un illogisme qui va être combattu et débattu, Oui, mais et c'est qui pas... ouvre la voie à une légalisation. Je suis absolument pas d'accord parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Airbook et le Airbook du coup c'est le syndicat français des vaches et de tout le contrôle des bovins en France et dans la charte du Airbook et dans tous les disons l'équivalent de la constitution du Airbook le fait de piquer sa viande et de donner des choses naturelles c'est quelque chose qui sera jamais remis en cause parce qu'on en a vu les échecs précédemment. Sauf que ce genre de décision se prend au niveau européen et que 80% des lois françaises, y compris et surtout en agroalimentaire, étant issues de la législation européenne, on n'aura pas forcément le choix. C'est un peu le problème d'être dans des traités bilatéraux. Ce sera beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit dans ce cas-là. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que le véganisme, au-delà de la question des animaux, elle pose quand même une question fondamentale, c'est les ravages issus de la globalisation et du libéralisme à tout va, parce que si aujourd'hui dans les abattoirs, alors je parle des abattoirs industriels, hein, je parle pas des petites productions locales où je pense que il y a un vrai respect pour l'animal et il y a un vrai souci justement de ne pas le confronter à toutes ces conditions de transport. La violence exprimée contre les animaux dans les abattoirs industriels, c'est un peu la même violence sociale qui est imposée aux ouvriers de ces mêmes abattoirs qui sont obligés, à cause de cadences de production délirantes, d'abattre beaucoup plus, qui génèrent des traumatismes psychologiques, des problèmes physiques, des problèmes de pathologie. Et cette globalisation sans frontiériste qui consiste à dire qu'il faut laisser tout circuler sans aucune norme, eh ben, ça provoque aussi la violence sur les animaux. Hein. C'est cette marchandisation d'un être sensible qui est l'animal, parce que justement il est industriel, qui provoque ce genre de ravage. Donc il y a aussi dans le véganisme une profonde réflexion sur ce qu'est la globalisation et les ravages qu'elle provoque. Je suis tout à je fait, suis oui, d'accord, c'est complètement vrai. Je peux pas juste interrompre parce que c'est très important de le dire. Autant je suis d'accord avec toi sur la consommation de la viande de façon massive qui apporte ce problème, mais d'un autre côté, pour assurer les besoins des véganes qui ont besoin massif de produits de consommation, de remplacement, on a quand même des monocultures qui sont exploitées de façon massive dans les pays du tiers-monde, notamment en Amérique latine, et c'est encore plus une catastrophe écologique parce que quand on dit qu'on veut sauver la planète en consommant du soja et du quinoa et ben en fait on finance la déforestation en Amazonie et on est un peu dans un système hypocrite. Et ben là aussi on peut interroger la globalisation. C'est vrai que alors il y a quand même cette idée dans le véganisme, un argument qui est défendu, qui consiste à dire que le deuxième élément qui consomme le plus de gaz à effet de serre, enfin qui produit le plus de gaz à effet de serre, ce sont les abattoirs et c'est l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs en deuxième position. L'élevage, pas les abattoirs, après l'élevage. Et encore parce que ça en rend également, enfin c'est compliqué. Le premier étant les voitures et puis les voitures à essence, à gasoil et autres. Alors le premier facteur d'éléments de serre, c'est quand même le transport maritime suivi du transport aérien. Donc tout ce qui relève du transport, donc qu'il soit maritime ou routier. C'est important de le signaler parce qu'on nous parle beaucoup justement de la pollution des automobiles, ce qui est totalement fallacieux, sans prendre un individu, alors que typiquement c'est largement ridicule par rapport au transport commercial mondial. Et du coup, l'argument vegan est de dire que si on cesse du jour au lendemain de consommer des produits issus des animaux, ça réduira drastiquement en fait la production de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est partiellement faux. Parce que alors notamment, vous parliez des grandes productions de soja et de tofu, c'est vrai que ça vient principalement de deux pays, à savoir le Brésil ou l'Argentine, où il n'y a absolument aucune réglementation environnementale. Mais ça pose la question, s'il n'y a pas de réglementation, parce que le libre-échange impose, justement au nom de l'idée que l'État finalement doit se désengager pour laisser le marché faire, il n'y a pas de réglementation. Donc un véganisme, on va dire, éthique et respectueuse de l'environnement, tout viendra de l'État, d'imposer des normes. Alors le problème, c'est si je puis me permettre, je pense que véganisme et écologique, ça ne va absolument pas ensemble. Ça peut paraître bête comme ça, mais la réalité, c'est que moi, je le revendique, je suis un enfant de la campagne. Et on ne voit pas... alors, la lutte contre la globalisation, je suis complètement d'accord avec cela. Le fait des longs transports d'animaux vivants, et là où ils souffrent, etc., je suis complètement d'accord. Je suis un fils d'éleveur et bientôt éleveur moi-même, je comprends tout à fait. En revanche, le véganisme prône la fin de l'élevage. Et il ne faut pas avoir fait des études en agronomie extrêmement poussées pour voir, comme j'ai pu le voir et comme je le vois, en fait tous les jours, dès que je suis en fait chez moi, c'est que on n'a absolument pas la même biodiversité
dans un pré ou pâture des vaches que dans un champ où il y a que du blé. Et ça, je pense que c'est une réalité qu'il faut regarder en face. Non à l'industrie, non aux bêtes qu'on prend pour des numéros et qu'on envoie à l'abattoir sans vergogne en les traitant n'importe comment d'un cas ou dans l'autre. N'importe quel éleveur vous dira non parce que quand on vit à l'année avec ces animaux, on ne peut pas cautionner la manière dont ils sont tués. Si c'est mal fait, bien sûr. Mais si c'est mal fait, n'importe quel éleveur vous dira non, ça me plaît pas du tout. Par contre, le véganisme qui prône la fin de l'élevage, mais j'ai envie de dire, où est-ce que s'arrête le délire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la fin des animaux qu'on ne peut plus produire du coup? Est-ce que c'est la fin des pâturages? Pourquoi est-ce que je mets des vaches dans mes prés alors que j'y mets des chevaux? Parce que il me faut des deux. Il me faut des deux parce que pour le pré c'est ce qu'il y a de plus sain. Et depuis qu'on met les deux, il y a une production de trèfle, ce qui est extrêmement bon pour la faune et la flore, il y a de raigrats, etc. Je pense même à écologique. l'épandage pour faire de l'engrais, c'est indispensable d'avoir des bêtes. Oui, tout à fait, l'épandage, Oui, le problème des écosystèmes qui sont importants et qui vont disparaître en fait en cas de suspension de l'élevage. Juste Tout à fait d'accord. pour nuancer un petit peu, en fait, dans le véganisme, il y a deux courants de pensée. Il y a un courant abolitionniste qui consiste à dire faut éradiquer purement et simplement l'élevage des animaux pour justement qu'il n'y ait pas mort des animaux et par rapport à ces procédés d'abattage, alors notamment qui culturellement sont parfois ignobles. Vous avez un mouvement qui s'appelle le welfarisme, qui consiste à dire il y a toujours de l'élevage d'animaux, il y a toujours de l'abattage, mais il est tellement local, il est tellement éthique et il est tellement respectueux des animaux que finalement, consommation de viande et abattage peuvent partiellement se mêler. Donc le véganisme n'est pas forcément abolitionniste en fait, il demande juste de l'éthique par rapport à une idéologie dite antispéciste. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut peut-être nuancer. Il y a des rapprochements qui se font entre véganes. Par exemple, vous avez, j'ai lu un article récemment sur ça, vous avez des éleveurs locaux qui font venir des abatteurs professionnels dans leurs fermes pour éviter d'avoir à les transporter inhumainement justement, et pour justement que les animaux aient une fin de vie entre guillemets digne. Vous voyez, ça peut être des solutions de substitution pour éviter ces dérives. Et toi, je suis tout à fait d'accord. J'aurais jamais pu le dire, mais je suis d'accord avec un vegan. Un coût supplémentaire parfois aussi, parce qu'il faut venir faire. Mais en fait, c'est le principe de l'artisanat, ça coûte souvent plus cher, mais c'est mieux fait. Oui, c'est vrai, mais actuellement, on arrive même à faire les deux. Là, on reprend actuellement le modèle belge et le modèle allemand, et là, ça se concrétise en France, si ce n'est pas déjà lancé depuis peu de temps, mais à mon avis, c'est déjà lancé. Ce qui se passe en Allemagne et en Belgique, c'est qu'on s'est dit, il faut que les bêtes soient abattues à la ferme. Et moi, je milite pour ça. Je dis, mais oui, il faut le faire à la ferme. Comme ça, c'est abattu avec l'éleveur, c'est fait dans la ferme. Il y a quelque chose de complètement sain là-dedans. C'est ce qui se faisait quelque avant. chose et de traditionnel complètement. Et en plus, c'était bien plus efficace. Avant, c'était la famille qui faisait, oui. Oui, complètement. C'était fait sur place. Actuellement, on fait des camions. Et dans ce camion, il y a tout ce qu'il faut pour avoir de quoi abattre la bête dans la ferme, également la découper selon les normes sanitaires, on a une chambre froide pour conserver la viande, on a tout ce qu'il faut, et ça passe de ferme en ferme. Alors je pense que ce n'est qu'une étape avant qu'on puisse, comme auparavant, et ce serait une avancée de faire comme auparavant, quelque part, de pouvoir abattre les bêtes directement à la ferme. Et je pense, pour avoir encore une approche plus globale, il y a un bon nombre de consommateurs aujourd'hui qui ne pensent qu'en termes de pouvoir d'achat et justement de baisse du prix de la viande, et qui préfèrent, plutôt que payer entre guillemets une viande chère qui impliquerait qu'ils se déplacent géographiquement dans une unité locale, qui préfèrent acheter leur viande dans un supermarché en fermant les yeux sur la manière avec laquelle l'animal a été transporté, abattu, traité, etc. Après, Donc, oui, il y a une responsabilité des c'est consommateurs. certain, mais après il y a Tout à quand même fait. une éducation à la consommation qui est à faire, surtout parce que Complètement. quand on voit qu'aujourd'hui le premier poste de consommation sont les produits numériques, qui ne sont pas des produits vitaux, oui, il y a tout à faire de ce côté-là sur la consommation, c'est certain. Bien sûr. On est dans un monde consumériste, et le consumérisme, c'est un des bras armés aussi du globalisme. Donc là, il faudrait déconstruire tout ça, dire en somme, l'économisme, c'est pas tout. Voilà. J'aimerais juste revenir un instant sur ce que tu dis là, par rapport à un véganisme éthique avec sous direction étatique en fait. Tu parlais de. Ça. Sauf que est-ce que l'étatisme c'est souhaitable? C'est la question. C'est est-ce que on peut souhaiter l'étatisme au niveau de la consommation? Est-ce que c'est la restriction de la liberté par l'État? Est-ce que c'est positif? C'est une question quand même assez discutable et qui est antinaturelle au final, parce qu'on fait appel à des logistiques. Donc forcément qui dit logistique, dit technologie, dit antinature. Disons que l'étatisme sur la question du véganisme, ça sera des choses assez concrètes. C'est par exemple
imposer à ce qu'à l'intérieur de chaque abattoir, il y ait des caméras pour peut-être éventuellement détecter des dérives de la part d'employés, peut-être mettre des caméras aussi à l'intérieur des unités de transport pour voir si... Mais encore une fois, c'est beaucoup de contrôle, beaucoup de technologie, beaucoup de logistique, beaucoup d'étatisme, peu de liberté. Au final, beaucoup d'antinature, alors que un simple retour à un mode de vie traditionnel serait quand même beaucoup plus efficace. Oui, c'est que le localisme est une solution bien plus humaine au final. Alors ouais, et attention sur le mode de vie traditionnel également, parce qu'on l'idéalise. Il faut pas l'idéaliser, c'est certain. Mais moi je connais des éleveurs, mais que ce soit en bovin, ovin, équin, croyez-moi, les 3/4 c'est absolument pas ça, mais il y a forcément une exception qui confirme la règle pour celui que ça arrange, mais il y a des gars, à certaines foires aux animaux, il y en a qui sont pas bien traités du tout, et pourtant c'est fait traditionnellement. Non bien sûr, mais après, entre le risque d'une dérive minoritaire et le risque d'un étatisme... Il y aura des imbéciles partout, je suis d'accord avec toi. Là c'est la question, est-ce que l'État doit être jacobin, c'est-à-dire encadrer l'intégralité du territoire, quitte à remettre en cause les libertés individuelles, ou est-ce que l'État ponctuellement, pour rappeler des normes éthiques, doit imposer des mesures? Mais c'est surtout le recours systématique à la technique qui appelle toujours plus de technique et qui s'impose au final dans un lobby agroalimentaire. Moi j'aurais tendance à considérer que l'État peut légiférer quand finalement la population ne suit pas. S'il y a des retards éthiques sur le traitement des animaux, si l'État intervient pour corriger, pourquoi pas. Après, je vous dis pas d'imposer des normes contraignantes sur les éleveurs qui déjà... Sauf que naturellement, quand on regarde une position, la population occidentale dans sa majorité, c'est quand même des populations qui sont plutôt proches des animaux. Et on n'a pas le problème de cruauté gratuite qui peut exister dans d'autres civilisations. Alors ça c'est intéressant. On a quand même une situation avancée et l'homme occidental n'est pas brutal avec les animaux. C'est mal vu dans la société occidentale. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a un auteur australien qui s'appelle Peter Singer qui avait écrit La libération animale dans les années 70, qui avait avancé l'idée qu'en général la sociologie du vegan en général il est urbain. Et justement, il est déconnecté des animaux. Et c'est justement pour se réapproprier un peu de contact avec les animaux qu'il devient vegan parce qu'il ne le côtoie plus physiquement. Donc c'est un peu une réaction extrême de l'idéalisation de l'animal. Extrême, et quelque part, il connaît pas mieux les animaux quand il devient vegan. C'est du pur compassionnel. C'est pour ça que moi je milite pour non pas un véganisme radical, mais un véganisme réformiste qui respecte les animaux et les éleveurs en même temps. Mais dans ce cas, il faut revenir à une économie locale enracinée. Et on revient toujours sur le même problème. D'autant plus que, au final, le véganisme extrême globalisé est une négation de la nature, puisqu'ils veulent même rééduquer les carnivores pour les rendre herbivores. C'est tout le problème de... C'est une négation de la nature. Alors, en fait, le véganisme, c'est un mode de consommation alimentaire qui est en fait la continuité d'une idéologie qu'on appelle l'antispécisme. Et l'antispécisme consiste à dire que il n'y a pas de différence fondamentale entre les êtres humains et les animaux, et que c'est simplement une question de degré d'intelligence. En gros, de dire l'animal, vu qu'il ressent de la compassion, de la souffrance, il doit être l'égal de l'homme. Donc c'est vrai que il y a peut-être dans cette idéologie une forme de danger et d'indifférenciation. Parce que s'il n'y a plus de différence entre les êtres humains et les animaux, il n'y a plus de différence entre les peuples, entre les cultures, entre les religions, et on arrive à ce que veut le globalisme, c'est-à-dire l'indifférenciation intégrale. Ouais, j'avais d'ailleurs une citation par rapport à ça d'une écrivaine, je sais plus comment on dit. Autrice, c'est très bien ça. Afroféministe américaine qui s'appelle Alice Walker, dans un bouquin, je sais plus le titre, et qui disait « Les animaux du monde existent pour leurs propres raisons, ils n'ont pas été créés pour les humains, pas plus que les noirs pour les blancs, ou les femmes pour les hommes. » Et c'est un peu là c'est un peu là que je voulais t'emmener, c'est qu'on a souvent aussi la critique que le véganisme est un nouveau nihilisme typiquement occidental. Je crois que t'as un petit peu baroudé, t'as un petit peu milité dans certains groupes véganes. Ouais. Qu'est-ce que t'en as vu et qu'est-ce que t'en as tiré? Parce que je t'avoue que t'es pas vraiment à la tête du militant vegan de base qu'on peut avoir. C'est-à-dire que l'ennui du militant vegan, le vegan il confond respect des animaux et égalitarisme. Lui il met au même niveau les êtres humains que sur les animaux. Moi je crois pas. Je pense sincèrement que l'être humain est supérieur aux animaux, il a une capacité de langage, d'abstraction, d'intelligence, mais ce en quoi je crois, c'est que l'animal étant doté d'une sensibilité doit être respecté au nom de ça. Et ce que je vois chez les militants véganes, c'est un désarroi identitaire. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans la déconstruction et l'égalitarisme, qu'ils mettent tout au même niveau. Donc ils ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent, ils sont déracinés, et ils aiment les animaux comme ils aimeraient n'importe quelle culture, même si elle ne correspond pas à leur cadre de base. Donc c'est vrai, peut-être que le véganisme extrémiste,
C'est cette idée que tout se vaut et que on serait dans l'indifférenciation totale. C'est vrai. Et alors toi, du coup, quel type de profil tu as pu voir? Tu disais que c'était souvent des gens très urbains, qui venaient Oui. pas de la campagne, qui venaient pas de la nature. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres traits de caractéristiques de ces militants? Et même si je peux me permettre une question pour compléter la tienne, quelles ont été tes actions lorsque tu as milité véritablement pour le Alors, véganisme? Il a posé des bombes. Déjà, Au moins. pour répondre à la première question, le profil sociologique du vegan, en général, il est urbain, donc il est déconnecté du monde rural. En général, il est plutôt orienté à gauche, parce que je pense qu'il y a toute l'idéologie de la déconstruction qui l'anime, puisque le vegan veut déconstruire les relations entre les êtres humains et les animaux. Donc la déconstruction, il a déjà expérimenté à d'autres niveaux. Et puis, en général, Est-ce qu'il pèse 40 kilos maximum? c'est vrai que Ça, vous c'est parlez fait. de nihilisme, c'est vrai. On constate Non mais que... souvent, sans rigoler, souvent on voit dans les vidéos d'action où ils attaquent souvent d'ailleurs le petit boucher artisanal qui fait peut-être pas trop mal son boulot, plutôt que Mais qui fait 200 kilos. plutôt que d'autres firmes, notamment halal ou des grosses firmes qui ont des pratiques bien plus douteuses. En vrai, c'est vrai que dans ces vidéos-là, on peut voir que le profil du militant de base n'est pas forcément le Il mec y a en une- pleine santé ou... Il y a une ou dévirilisation, avec des cheveux, il y a une couleur dévirilisation du militant vegan. C'est-à-dire, il a tellement peur de ces notions de force, de vitalisme, de force physique, parce qu'il estime que c'est ça qui fait les violences sur les animaux, que lui-même est dans un espèce de pacifisme mou, qui consiste à jamais avoir un mot au-dessus de l'autre, ne jamais maîtriser son corps, ne jamais pratiquer le moindre sport de combat, parce que tout ce qui est expression de sa vitalité, pour lui, c'est une oppression. Hein, et pour répondre à la deuxième question, moi j'ai fait du tractage pédagogique, c'est-à-dire sensibiliser les gens dans la rue. J'ai notamment fait des manifestations devant les cirques et les dolphinariums, ou alors parfois il m'est arrivé de faire des conférences dans des écoles primaires ou dans des universités pour parler notamment, plus que d'ailleurs les abattoirs, moi c'est la captivité des animaux sauvages qui me touche beaucoup d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un sujet, bon, ça commence un petit peu à sortir, mais c'est pas très connu. Qu'est-ce que vous reprochez du coup dans les pratiques de cirque, etc. Qu'est-ce que vous reprochez à ça C'est que tout simplement un animal sauvage qui est enfermé toute sa vie, qui est dressé par la force à exécuter des numéros contre nature, et surtout qui est arraché de son environnement naturel. Parce que souvent les animaux sauvages, c'est des animaux grégaires, ils ont besoin d'être avec leur famille. Et en général, on les arrache de leur milieu naturel, et ce qui pour eux est un véritable traumatisme. Hein. Les animaux, tout simplement, un animal sauvage est fait pour être dans la jungle, dans l'océan, mais pas fait pour être enfermé toute la vie. Donc voilà, c'est une éthique... Voilà, et c'est toujours cette idée que l'animal est une marchandise, on paye un billet pour aller le voir s'exhiber dans une cage ou un dolphinarium, et puis on pense pas à son malheur. Oui, c'est ça. Bien sûr, mais du coup, pour les animaux d'élevage, je parle pas forcément pour les vaches, mais par exemple, moi je suis éleveur de chevaux, est-ce que le fait de ne pas laisser les chevaux que j'ai chez moi gambader dans la nature, est-ce que ne pas leur redonner leur liberté totale? Il y a des chevaux qui sont complètement libres, les Mustangs en Amérique, etc. Il y a encore des troupes de chevaux, même en Argentine, il doit en rester encore quelques-uns, en Amérique du Sud. Est-ce que tu penses que dans ces cas-là également on peut laisser maltraitance, dans ce sens-là en fait, disons que ça dépend de la superficie de l'exploitation. Je pense que des chevaux qui sont élevés entre eux, qui arrivent quand même à gambader à heure régulière, je pense que ça doit être ton cas. Par exemple, c'est vrai que moi je suis contre le principe de l'équitation. Hein, c'est-à-dire des chevaux qui sont entraînés toute une vie à courir le plus vite possible, qui sont enfermés avec parfois des comportements stéréotypiques parce qu'ils s'ennuient. Moi je considère ça comme de la maltraitance. Après, Alors des plutôt chevaux du coup élevés la en plein course, air, plutôt la course que Oui, la course. l'équitation et les clubs d'équitation, parce que les Oui. clubs d'équitation, pour y avoir travaillé, oui, en c'est réalité vrai. on peut pas mettre un cheval, on peut pas mettre un cheval dans un manège avec une gamine dessus qui sait pas monter à cheval, si le Ouais, cheval a tout pas autour. pu se détendre. Ça peut être marrant. Tiens. Ça peut être drôle sur le moment, il va quelqu'un se casser la figure et manger du sable, mais bon. C'est-à-dire, élever des animaux, leur permettre d'avoir une grande partie de leur vie, pouvoir exprimer physiologiquement leur besoin de courir, je sais pas, de chasser, de voir de l'herbe, de voir la nature, là je l'accepte.
Ce que j'accepte pas, c'est le confinement, parce qu'il n'y a pas pire pour un animal sauvage, ou qui a des gènes sauvages, d'être enfermé tout seul. Mais après, il y a certains animaux qui ont la nécessité d'être contrôlés par l'homme de toute façon. Hein. Par exemple, les poules, tu lâches dans la nature, au bout d'une semaine, les renards les a bouffés. Donc, oui, mais il y a moyen, mais il y a moyen de faire les deux. Enfin, chez nous, du coup, enfin voilà, on a une petite exploitation agricole, on a, maintenant on a 16 chevaux sur l'exploitation, avec des poulinières, etc., de quoi faire vivre l'élevage. Et à côté de ça, on a plus de vaches, mais par contre maintenant au niveau des poules, on est à une trentaine, etc. Et t'as tout à fait moyen, l'endroit où elles sont, c'est pas du tout du confiné. Elles sont dans la nature tous les jours. Il y a moyen de faire les deux. Il y a certaines races qui ont le contrôle humain, et si vous supprimez le contrôle humain, pas pour les animaux sauvages. Vous voyez, par exemple, oui, non, bien sûr, mais si vous retirez un dauphin et encore, si vous supprimez le contrôle, la régulation des sangliers et des cerfs, c'est-à-dire qu'ils vont détruire leur milieu de vie parce que ils sont agressifs envers les forêts, faut pas l'oublier. Et une fois qu'ils ont détruit leur lieu de vie, ils crèvent aussi. Les animaux sauvages ont besoin d'une régulation aussi. Oui, c'était aussi une de mes questions, par exemple, j'imagine que des pratiques comme la corrida, etc., tu vas être contre. Ah mais pour les raisons que tu as expliquées. Mais alors, vas-y, j'en prie. Oui, en fait, les partisans de la corrida souvent avancent l'idée que déjà c'est un sport. Alors pour moi, c'est pas un sport. Parce qu'un sport, c'est quand vous avez deux équipes ou deux joueurs qui en fait rentrent en compétition avec potentiellement la possibilité de gagner. Je suis désolé, le taureau, quand il rentre dans l'arène, n'a aucune chance de gagner. Ah si, alors, il y a des toréadors qui y sont restés. De temps en temps. Et il y a des taureaux graciés. Certes, mais comparativement, la mise à mort est quand même, dans une très grande majorité, l'issue fatale pour le taureau. Et encore, même quand le taureau s'entraîne pas assez bien. Quand le taureau prend le dessus sur le toréador, en général, il est aidé par d'autres toréadors qui viennent l'aider en affichant. Et puis deuxièmement, c'est au nom de la tradition que la corrida devrait être justifiée. Moi, c'est la question de la moralité qui m'imprime, qui m'importe. La tradition, c'est important, mais la moralité, quand même, l'est également. Et puis c'est toujours cette idée qu'on doit jouir devant la torture d'un animal. Alors, à condition que ça soit de la torture, parce que le principe justement de la corrida, de la bonne corrida, c'est quand il n'y a pas besoin de piquer la bête, que le taureau a été bien élevé. Une corrida sans mise à mort de l'animal. Et non, mais le principe que la mise à mort n'est pas un problème à la corrida, parce que si la mise à mort est bien faite, c'est immédiat, la lame va dans le cœur. Le principe qui est critère dans la corrida, c'est la souffrance. Là où je te rejoins, c'est si ça vient de torture. Donc, il y a des taureaux qui ne veulent pas y aller, on leur met 20 banderilles dans le bide, oui, Non, ça peut arriver, ça s'est déjà vu. Non, on commence pas à mettre les banderillas, c'est pas possible. En fait, ça peut arriver. Non, mais aucun taureau ne va entrer dans une arène, c'est pas le problème, simplement sur le moment il est tellement énervé, il a les yeux rouges. Il y en a qui vont naturellement au combat et d'autres non. Le fait est que... tous les taureaux vont naturellement au combat. Tant que ça reste un combat, en fait, c'est pas une torture. Le principe d'un animal torturé, c'est qu'il ne va pas à combat, justement. Il se replie sur lui-même et il attend qu'on l'achève. Un animal qui se bat n'est pas un animal torturé. Non, on va pas rester 50 ans sur la corrida, mais par contre, moi, ce que j'en pense de la corrida, sans jamais en avoir vu une seule en vrai, je dois bien l'avouer, mais pour avoir des amis du Sud-Ouest qui en sont des passionnés, ce que je retiens, c'est plusieurs choses. La première, c'est que la corrida interroge d'une manière extrêmement intéressante notre relation à la mort. Parce que c'est pas le moment où l'animal, c'est pas une poule qui meurt dans un abattoir, aussi bête que ce soit, c'est un animal qui meurt en héros. Et à chaque fois que je parle à des amis qui sont, j'en ai jamais vu de ma vie, mais dès que je parle à des amis qui sont passionnés de corrida, ce qu'ils me disent à chaque fois, ils me parlent jamais du toréador parce qu'on en a rien à faire. Ce qui les intéresse pour eux, c'est le taureau, et le héros de l'histoire, c'est le taureau. L'animal meurt en héros, et il y a encore deux questions à poser là-dessus. La première, c'est que, est-ce qu'il vaut mieux avoir une vache qui est élevée, dans une stabulation et qui part à l'abattoir, ou un taureau qui est né jusqu'à l'âge au minimum de 5 ans dans les plus beaux paysages du monde, et alors là, nourri avec ses potes, aucun problème là-dessus. Hein. Et vu les milliers d'hectares que cela représente, il faut bien avouer que c'est quand même une vie de rêve. C'est notamment une espèce qui n'existe que pour la corrida aussi. Et également, on est à plus de 380 races taurines de préserver grâce à la corrida. Dans le cas du Sud-Ouest, c'est plus les taureaux de base, mais il y a également cette question de préservation là. Et ça, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, moi je suis ni pour ni contre, j'en ai jamais vu. C'est vrai que je serais plutôt porté pour, mais la réalité c'est que je sais pas de quoi je parle. Mais par contre, le taureau, c'est vraiment le héros de cette scénographie. Et Picasso d'ailleurs, s'il l'a tant peint et s'il l'a tant décrit comme ça, c'est parce qu'il disait que la corrida c'était ce qui prouvait que l'animal, en fait c'était l'animal qui donnait une leçon à l'homme. Alors évidemment que le taureau pense pas ça.
Parce qu'il pense Ouais, rien, c'est ça, la c'est pauvre ça. bête. Petit Mais, point de culture, d'ailleurs, je crois que le tableau de Guernica qu'on attribue faussement au bombardement qu'auraient fait les franquistes sur le village de Guernica est en réalité une corrida qui serait représentée. Dedans un cheval, le taureau, etc. Alors ouais, non, ça j'y Donc, crois on pas a- du tout, parce qu'au moment où il l'a présenté, Mais il y a autre chose. au moment où il l'a présenté Guernica à une exposition universelle à Paris, il y a l'histoire dit, mais du coup ça apparemment c'est vrai. Un soldat allemand est venu voir Picasso et lui a dit sur le tableau, c'est vous qui avez fait ça, et Picasso de répondre non, c'est vous, en parlant de Guernica. Non, normalement Guernica c'est pas du tout. Et d'ailleurs des scènes tauromachiques il en a fait énormément, mais Guernica pour le coup on est sûr que c'est. Puis avec cette femme qui est au milieu et tout, quasiment sûr que c'est Guernica. Non, Ouais, non. Bon, c'est encore qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. en effet, on va pas rester sur la Godwin. Bon, ça c'est fait, on passe à la suite. On va pas rester sur la corrida, mais Rodolphe, du coup, tu nous disais qu'il y avait une forme d'abattage que tu pouvais accepter, que tu trouvais à la fois éthique et locale. Est-ce que de la même manière, une pratique comme la chasse peut, pour un certain courant du véganisme, paraître acceptable? C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même configuration. La chasse, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chasseurs qui, parfois, ça donne à la mort d'animaux sur des choses que nous, on estime qui n'est pas nécessaire. Hein, c'est-à-dire, en gros, vous chassez pour vous nourrir, ou soi-disant pour vous nourrir ou pour vous divertir, alors que en fait ces produits animaliers, vous pouvez très bien les retrouver ailleurs. Donc on a tendance à considérer que cette violence elle est purement gratuite, qu'il n'y a absolument pas d'instinct de préservation ou de survie, et que c'est du pur divertissement qui réduit encore l'animal à ce que malheureusement il est dans l'idéologie spéciste, c'est-à-dire quelque chose qui est entièrement au service de l'individu. Donc dans le fond, oui, c'est vrai que le véganisme et l'antispécisme condamnent la chasse, bien évidemment. Alors, je me permettrai de reprendre déjà pour ce que dit pour de point de vue spéciste la critique de l'animal au service de l'individu. Mais après, ça c'est aussi la logique naturelle, c'est la logique des hommes depuis l'Antiquité quand même. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la loi naturelle selon Aristote. C'est-à-dire que chaque chose a un but, et ce qui est fait naturel, c'est que ça suit ce but. Et le principe des animaux, c'est qu'ils sont là pour être au service des animaux, de l'humanité. C'est-à-dire que c'est un peu la logique qui est reprise dans les religions monothéistes, où la création est faite pour que l'homme puisse la garder et en jouir. Et du Oui, coup, mais à effectivement- certaines conditions morales. Oui, bien sûr, non mais Mais- c'est pas toi. Mais la chasse C'est dans ce ne cas, contrevient justice pas. et tout. Mais la chasse ne contrevient pas à cet objectif moral. Il y a quelque chose dans ce débat que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on reprend des arguments qui ont déjà été énoncés, surtout au 19e siècle. Quand on lit Le ventre de Paris de Zola, qui décrit les conditions de transport des animaux et même d'abattage, etc., on est complètement dans la réalité, quelque chose de très contemporain. Et quand Paul Claudel dit voilà, les animaux sont morts parce qu'on a fait des machines, la situation n'est pas la citation n'est pas exacte, mais c'est complètement dans l'idée. Je me rappelle plus vraiment des mots de base, mais c'est complètement ça. Dans ce débat, on reprend des faits, on reprend un problème majeur, c'est que l'animal est devenu une sorte de numéro dont on peut... oui, voilà, c'est ça, oui, il y a une tout à démulation. En revanche, pour revenir sur la chasse, moi, je suis chasseur, je suis pêcheur, voilà, je chasse à court, à tir, etc. Mais, une chose est sûre, c'est que de la même manière que je fais de l'élevage de chevaux par amour pour eux, je vais à la chasse par amour pour les animaux. Il y a un espèce de lien d'abord de prédation de l'animal à l'homme qui se fait. On est dans la nature, à chaque fois qu'on y est, on se sent petit, et les meilleures chasses que j'ai faites de ma vie, on n'a rien tué, on n'a rien eu. Parce qu'il y a autre chose. Il peut y avoir une chasse sans tuer des animaux dans ce cas-là. Alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est que c'est pas le fait de tuer qui nous fait plaisir. J'avais bu. Oui, mais c'est comme sur Alors, on est tout en dessous comme des coins. C'est comme sur la corrida. Dans la corrida, vous avez dit que vous considérez que vous acceptez ce principe-là parce que le taureau est considéré comme un héros. Mais le taureau, lui, ne dit pas s'il est un héros. C'est-à-dire que c'est parler à la place du taureau. Est-ce que le taureau, lui, quand il se fait torturer dans l'arène, il se considère comme un héros? Et principalement comme quelqu'un, justement, qui est en train de... C'est parler à la place de l'animal. De dire, finalement... j'aime la chasse parce que je suis en symbiose avec les animaux en les tuant. Je vois pas en quoi... C'est une symbiose avec la nature plus qu'avec les animaux au final, parce que Ouais, mais le principe de animaux prédation est inscrit dans la nature. Les animaux sont une composante de la nature. Bien sûr, mais Oui, la l'homme chasse, aussi, et la prédation aussi. ce qu'on a du mal à comprendre, mais je comprends que ce soit quelque chose de loin, et je fais pas de prosélytisme particulier C'est sur la chasse. anthropologique comme distinction en fait. Mais disons que
Non mais l'homme. c'est pas le fait de propre à la tuer nature. qui fait plaisir, c'est bien au-delà de ça. Et puis c'est refuser un petit peu l'esprit de prédation humain qui existe depuis toujours. Mais même animal, tout simplement. Et même animal. Alors, ce que répondent la plupart des véganes avec qui j'ai parlé de ça là-dessus, quand on leur dit bah oui mais bon t'es contre le fait qu'on mange des animaux, mais bon le lion mange la gazelle, etc. Et ils répondront forcément oui mais nous c'est parce qu'on est des hommes qu'on ne doit pas manger des animaux, on est plus intelligents qu'eux, donc logiquement on a moyen de pas les faire souffrir, etc. Cette idée elle est extrêmement réductrice parce que en fait ça fonctionne pas. C'est un truc tout bête mais la nature rattrape les gens. Et la réalité c'est que quand on est dans la nature comme ça, alors déjà aujourd'hui il y a également des véritables problèmes de surpopulation de certains grands animaux, il y a ce genre de choses à gérer, et voilà, c'est bien la peine de donner des leçons sur, enfin, pas dans ton cas Rodolphe, mais oui, beaucoup de gens donnent des leçons sur la chasse. Bon, tu vis entouré de béton, tais-toi, le jour où tu auras un pré qui sera détruit par les animaux, là pour le coup tu viendras râler auprès de la fédération des chasseurs, c'est toujours les gens qui sont les moins loin, qui sont toujours les plus loin des problèmes, qui viennent en parler, c'est quelque chose d'assez amusant. Mais c'est la mise à distance dont on parlait tout à l'heure. Mais oui, tout à fait. L'idée de la prédation, que la prédation de l'homme sur la nature serait un élément anthropologique et que du coup il serait justifiable ad vitam aeternam, ça c'est justement le cœur de la destruction de l'environnement et les ravages et la globalisation économique, c'est exactement ça. C'est-à-dire en gros, on a, selon un certain modèle anglo-saxon et d'ailleurs protestant, cette idée que le capitalisme doit servir la nature et donc du coup doit la détruire en ce moment-là. Donc attention. Juste termine, hein. La prédation des êtres humains sur les animaux reprend la même logique que la prédation capitaliste en marchandisant tout, en désacralisant tout. Vous voyez, je pense que... Alors attention, il y a aussi le principe... Justement, la chasse, c'est pas au-delà de ça. ça, c'est le principe d'équilibre. C'est-à-dire que déjà, nous sommes... on reprend... Éviter le bris, en fait. Voilà, exactement, déjà de base. Mais au-delà d'avoir ce droit sur les animaux, on a le devoir d'équilibre, puisque si on prend, par exemple, les bases civilisationnelles européennes, elles sont chrétiennes, et même païennes, et l'idée est que l'homme est le gardien de la création. Donc il jouit de la création, mais il la protège également. Donc l'idée des limites... Ah d'accord. De l'animal. Dans ce cas, il n'est pas un prédateur pur alors. Il a un devoir moral. Oui, bien sûr. Mais et au-delà de ça, il y a une chaîne alimentaire qui est logique et dont on dépend, qui participe à un équilibre. C'est-à-dire que si demain, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, on arrête de chasser les sangliers et les cerfs, et ça a déjà été fait en France. On a interdit pendant une dizaine d'années la chasse du sanglier et du cerf, c'était une catastrophe. Non, on n'a jamais interdit la chasse. Il y a eu une régulation très forte et on a perdu des espaces de forêt qui étaient énormes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de colliers accordés pour les cerfs et les sangliers. Non, c'est là au niveau des bracelets, mais je vois pas à quelle période on a interdit la chasse des cerfs et des sangliers. Années 90. Ah bon? Et il y a eu un rattrapage depuis parce que justement c'était une catastrophe sur les forêts. Parce que ces animaux ont un effet sur l'endroit où est-ce qu'ils vivent. Et que si on les laisse se développer en trop grand nombre, ça fait des dégâts. Mais la question que ça pose, je pense, et comme il n'y a plus de... Juste, je me permets de finir. Je vous en prie, Flanders. Comme il n'y a plus de prédateurs naturels, les loups et les ours ayant presque disparu malheureusement d'Europe, l'homme doit être la limite raisonnable. Après, il y a des tentatives de réintroduction aussi. Ça, alors là, par contre, c'est faux. Là, je me permets de me mettre dans le débat parce que là, l'argument du loup ou de l'ours, comme quoi ça va donner... le loup remplace le chasseur, attention, ça c'est complètement faux. Non, je dis que le chasseur a remplacé l'ours et le loup. Oui, mais c'est faux également parce que quand on lit les histoires, par exemple, du marquis de Foudras, qui date du XVIIIe siècle, et quand on lit toutes les chasses qui se sont passées auparavant... Sur tous les blasons médiévaux, l'ours et le loup sont les animaux les plus représentés en Europe, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils étaient partout. Oui, c'est vrai, ils sont partout. Et ils ne sont plus. Oui, je suis tout à fait d'accord, ils étaient partout. En revanche, au XVIIIe siècle, au moment où il y avait une prolifération de loups, dans les histoires, on compte plus les histoires sur les chasses du loup, sur l'homme, etc. Mais là, on avait déjà chassé à ce moment-là. Non, laisse-moi terminer. À ce moment-là, on a déjà des chasses aux sangliers à cause de la surpopulation ou à cause de l'agriculture. Donc ça provient qu'avec ou sans... Non, pas du tout. Alors là, pas du tout, dans des régions qui ont été extrêmement et très longtemps, comme la Bretagne, qui ont été les régions qui ont le plus longtemps abrité le loup. Au XVIIIe siècle, on a été bourré, et les histoires régionales là-dedans, au niveau des loups, sont énormes, et surtout au XVIIIe siècle, au moment où ça pullule la bloc. Et bien à ce moment-là, on chassait déjà les sangliers. D'où vient le terme à la chasse à la houe? C'est un terme qu'on retrouve souvent à la chasse à tir. On rentre dans une enceinte, on voit un sanglier, on crie à la houe, à la houe. Ça vient du Moyen-Âge parce qu'on criait à la houe, aller chercher la houe, parce qu'il fallait faire fuir les sangliers des champs de blé. Alors qu'il y avait encore des loups. Donc oui, c'est plus... on va pas rester là. Sanglier radicalisé.
Non, ouais, pour donner un petit peu des références, que tu nous parlais du regard chrétien qu'on a sur la nature. Alors il y a pléthore de citations dans la Bible où en effet il est bien dit que l'homme est supérieur à la nature, qu'il doit la mettre à son service. Mais l'homme est également le gardien de la nature. Je pense notamment à un roman de Tolstoï, Les Cosaques. Je sais pas si quelqu'un l'a lu ici, mais c'est un roman presque autobiographique. Il y a une très belle description de Tolstoï qui découvre cet environnement très sauvage de la Russie. Et il découvre en fait la place du chasseur qui est à la fois celui qui prélève et celui qui protège le monde sauvage. On a d'ailleurs très bien cette illustration avec la déesse Diane, qui est la déesse de la chasse, qui est représentée avec un carquois et des flèches. Il y avait une très belle explication qui était faite, c'était par Dominique Vénère dans le dictionnaire amoureux de la chasse, et qui explique qu'il est à la fois cette déesse qui, en effet, montre que l'homme a un pouvoir de prélèvement et un rôle de prédateur dans la nature, mais qui a à la fois aussi un rôle de protection. Et d'ailleurs, mais pour clore le sujet de la chasse, qu'on n'est pas là pour parler bien sûr, oui, tout à fait. Mais en effet, depuis très très tôt, le Moyen-Âge, et même déjà avant, l'homme a toujours une conscience de préservation, de gestion de la chasse, du gibier, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Oui, alors c'est vrai que ça c'est, si on veut un peu élargir au-delà de l'Occident, la conséquence de cette vision un peu prédatrice de l'homme sur les animaux, moi je vois plusieurs exemples. Ce qui se passe actuellement en Chine. Alors vous savez qu'en Chine, il y a une fascination pour les soupes d'ailerons de poisson, d'ailerons de requin, excusez-moi, qui auraient des vertus aphrodisiaques. Et bien la conséquence directe de ça, c'est que dans tous les océans, et notamment en mer de Chine, en mer du Japon et dans l'océan Indien, il y a une décapitation progressive. On estimerait qu'aujourd'hui, il y a 70% de requins en moins qu'il y a 20 ans dans ces espaces maritimes. C'est une boucherie, c'est-à-dire qu'ils pêchent les requins, ils coupent les ailerons et ils les remettent à la mer. Exactement. Donc c'est ignoble. Par contre, il faut bien prendre en compte que la Chine n'est pas forcément le bon exemple. Pour terminer sur ça, c'est que, oui c'est vrai, parce que s'il y a bien des traitements inhumains sur les animaux, c'est bien en Chine, c'est que là on a la conséquence d'une vision prédatrice sans équilibre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire il y a la destruction d'un écosystème qui à terme fera que, alors on dit que selon les dernières estimations, en 2050, si on continue avec la surpêche, il n'y aura plus de poissons carrément à l'intérieur des océans. Donc oui, il faut rééquilibrer, c'est ce que je pense la culture occidentale a su faire, malgré le côté prédateur. C'est le principe de décroissance qui de toute façon est défendu à soleil vert. Donc ça, on n'a aucun problème avec. C'est la logique même, c'est ce qu'impose de toute façon tout esprit rationnel. Après, je reviens à ce que je dis, la Chine n'est pas un bon exemple en la matière, puisque la Chine c'est un pays déculturé, qui est totalement en dehors de tout équilibre, peu importe en fait le rapport sur lequel on se place. C'est le pays justement de tous les possibles, parce que ils ont détruit toutes les limites, au profit justement de la culture de guerre. Et je pense que là, vous touchez sur un point important, c'est qu'aujourd'hui, la société chinoise, alors moi, quand on me parle de la Chine comme un État communiste, j'irais plutôt un pays néo-capitaliste. C'est un pays qui a été nettoyé par 50 ans de maoïsme, qui a été nettoyé par 30 ans de communisme agressif, et aujourd'hui, le Chinois typique, il est consumériste, il rêve d'avoir les mêmes standards occidentaux, et justement, ça revient à ce que disait notre camarade, c'est que en Chine, on considère l'animal comme une vulgaire marchandise. On achète un aileron de poisson, de l'ours habile, on mange du chien et du chat comme on achèterait le dernier iPhone. Donc vraiment, je le répète, le véganisme, c'est pas seulement s'attaquer aux éleveurs, s'attaquer aux toréadors. C'est de dire, si on traite mieux les animaux, on sera peut-être moins dépendant de la matière, et donc de la marchandise. Et c'est ça le combat. Et au final, est-ce que c'est pas une erreur, puisque est-ce que la bonne critique serait pas envers la société technique, puisque c'est elle qui amène à toutes ces consommations de masse, et donc à ces dérèglements de nature, et à ces comportements inadmissibles envers les animaux. Oui, et puis la raison là-dedans, c'est également la déconnexion totale des gens. Mais que ce soit en Chine, en France, ou quoi que ce soit, enfin, ça dépend des pays, bien sûr, mais... C'est pire qu'en France, quand même. Pas sur quelque chose. La France et la Chine ont ce point peut-être commun sur les beaux animaux, c'est que moi, à Paris, comme à Hong Kong, je suis certain que le Parisien, comme le Chinois qui vit à Hong Kong, parce que je sais pas dire... n'a pas la moindre idée de la chaîne alimentaire. C'est ça. Mais en tout cas, il a un steak dans son assiette, et il sait pas que derrière, il y a une vache qu'on a tuée. Et ça, moi, je mange de la viande, je chasse et tout, ça, je trouve que c'est un vrai drame. C'est vrai que c'est une attraction. Mais c'est le problème, autant pour le poisson que pour le chien chez eux, pour n'importe quoi. C'est le problème de la société technique, c'est-à-dire qu'on vit tous en ville, on dépend tous de chaînes logistiques techniques, alors que ceux qui vivent justement dans la ruralité sont plus proches justement d'une réalité pratique par rapport aux animaux, ils savent
Ils savent ce que c'est que la chaîne alimentaire. Mais c'est pour ça que la chasse et la pêche là-dessus, et autant pour l'élevage, et en fait toutes les choses naturelles qui font que les gens sont proches de la nature, quoi que ce soit à la campagne, et même le fait de, comme je fais moi, de tuer son poulet directement chez soi, on a la valeur des choses. On a la valeur du poulet, on lui dit pas pardon, mais on lui dit merci. Pour la simple parce bonne que raison tu as qu'on a eu supprimé beaucoup l'action, parce que tu as supprimé la logistique moderne pour faire toi-même l'action. Donc tu sais tu sais le coût de la chose. Bien sûr. Il y a des grands penseurs Bien du 19e ou du 20e qui ont toujours connecté la dénonciation des dérives du capitalisme et avec la dénonciation des violences sur les animaux, de Julius Evola, de Martin Heidegger. Alors je sais même que Martin Heidegger, puisqu'il était apparenté aux années 30 et aujourd'hui blacklisté en France, mais il a parlé de la dérive technicienne. Par exemple Brasiliac aussi, on a aussi parlé. Nous sommes complètement déconnectés du vivant. Baudrillard aussi en a parlé. Plus récemment, on peut prendre Kaczynski, de toute façon dans ses grandes lignes. Exactement. Ça met la même chose. Il y a un enjeu derrière ça. Alors si je puis me permettre une question pour toi Rodolphe, c'est que nous sommes tombés quand même, je suis même assez étonné, mais dans le bon sens, d'accord sur un bon nombre de sujets. Le fait que la maltraitance animale, le plus gros problème, c'est d'abord l'industrialisation qu'on en fait, avant d'attaquer du coup lâchement l'éleveur, le petit éleveur du coin qui fait ça correctement. Oui. Est-ce que l'abattage à la ferme serait pas mieux, etc. On est tombé d'accord sur un très bon nombre de points, je trouve ça formidable. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que pour toi la solution a été le véganisme et pas le fait du coup de dire je vais prendre de la viande moins de la bonne, de quelque chose que je connais, d'une chaîne que j'ai pu contrôler, je saisis pas ça. En fait, il y a quand même toujours au fond de moi, même si je suis pas contre fondamentalement contre l'idée welfariste qu'on puisse acheter des animaux dans des élevages locaux, il y a toujours cette idée que finalement je mette dans ma bouche quelque chose qui est mort. C'est-à-dire un être sensible à qui on n'a pas demandé justement d'être abattu et qui a fini par l'être. Donc il y a une espèce de chose qu'on peut peut-être considérer comme irrationnelle ou pas, mais cette idée que ce que je mets dans ma bouche, à la base, c'est un animal qui a vécu, qui a couru, qui a tremblé, qui a eu des émotions, et j'ai du mal à me défaire de ça. Voilà, c'est... D'accord. Mais tu sais que les plantes aussi, ça a été prouvé, les plantes aussi, enfin dans une argument débile, monsieur. Non, mais de vrai, alors là, de un, ils sont vivants, et de deux, c'est assez relatif selon les espèces végétales. Il y a un ressenti qui existe. C'est pour ça que vous avez des véganes qui deviennent carrément ce qu'on appelle, qui mangent uniquement que des fruits. Ils sont végétariens. Alors il y a un nom, excusez-moi. Fluxitarien, c'est quoi, oui? Tu parles de fluxitarien. Voilà, c'est ça. Quelque chose comme ça. Fluxitarien, je sais plus quoi. Et qui du coup, parce qu'ils estiment que la plante a des terminaisons nerveuses et que physiologiquement elle ressent de la souffrance. Et que du coup il faudrait pas en manger. Mais bon, là je pense qu'on tombe dans un délire compassionnel qui est anti-vitaliste, ce qu'avait déjà dénoncé Nietzsche d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on refuse tellement le moindre acte de violence que du coup on en devient nihiliste et on oublie même le sens même de la vie. Donc moi j'irai pas jusque là, mais et puis après vous savez, vous avez des habitudes de consommation qui deviennent tellement des habitudes que vous avez du mal à vous en défaire, hein. Il y a aussi voilà, c'est à la fois philosophique et oui, ça va dans les deux sens en plus, hein. Oui, bien évidemment. Rien que pour les modernes, se déplacer, aller en dehors du site de consommation sera un effort assez considérable et c'est du long terme. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, Rodolphe, c'est que tu nous présentes pas une vision de véganisme qui n'est que éthique, mais tu l'as déjà rappelé, qui est fondamentalement antilibéral. Ouais. Et pourtant, le véganisme est aujourd'hui devenu un marché. Alors rien qu'en France, j'avais quelques chiffres, en 2020 c'était un marché de 4-6 milliards en France, qui augmente depuis 2015 à peu près de 10% tous les ans. Et par exemple, le marché des protéines végétales, il sera à 10 milliards au niveau mondial. Et c'était en parlant avec un éleveur justement qui m'avait fait cette réflexion-là, en me disant que si le véganisme était aujourd'hui de plus en plus porté, de plus en plus célébré, on pourrait même parler du nombre de gens du showbiz qui se déclarent véganes, parce que ça fait bon ton. C'est un business. Est-ce que le véganisme également n'est pas une façon de préparer l'essor grandissant de l'agriculture cellulaire? Et pourquoi est-ce qu'il m'expliquait ça, cet éleveur? Parce que faire naître une vache, enfin un veau, le faire grandir, etc., pour que ça devienne une vache, pour après l'abattre, le découper, en faire de la viande, c'est beaucoup plus lent que de produire de la viande de manière synthétique. Et donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette espèce de retournement, parce que le capitalisme arrive très bien à subvertir toutes ces critiques, est-ce qu'il n'y aurait pas cet élan pour le véganisme poussé par ce même capitalisme qui y voit du coup un intérêt? Cette logique, vous avez un auteur connu, un Marx, hein, qui en avait très bien parlé. Il avait dit le capitalisme égoïste en fait a pour objectif de tout marchandiser.
Alors au début, il marchandise des productions locales, et puis il en va en cherchant du profit à marchandiser jusqu'au sacré, au divin, voire dans le cas de la PMA et la GPA, marchandiser des enfants. Bon, ça on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais oui, je pense que le capitalisme a investi un créneau qui est le véganisme, parce qu'il y a toute une sociologie urbaine qui en achète. Chaque année, il y a un salon à Paris, hein, ce qu'on appelle le Veggie World, qui est organisé. Et maintenant, dans n'importe quel magasin, vous avez un rayon vegan ou végétarien qui investit. Et le souci, c'est que la plupart de ces marchandises importées viennent de pays où il n'y a pas de normes environnementales. Alors, sur la question de la nourriture de synthèse, c'est un marché qui est en train d'exploser. Vous pouvez trouver dans des magasins véganes n'importe quel produit de substitution, des œufs de substitution, des saucisses de substitution, de la viande de substitution, du lait de substitution, du miel de substitution. Et forcément, alors là, je vous avoue ne pas savoir la manière avec laquelle sont produits ce genre de marchandises, Et puis, c'est pas forcément écologique. Surtout, hein. Et en plus, je ferai remarquer une chose, que la plupart de ces produits viennent d'Amérique du Sud et viennent d'Asie, où il n'y a pas de normes environnementales. Oui, c'est l'imposition des monocultures en Amérique du Sud, et c'est le recours permanent à la technique. Et même dans l'esprit, c'est pourquoi en vraiment refusant la viande, est-ce qu'on veut en retrouver forcément le goût? On refuse le lait, mais on veut quand même son bol de lait le matin, on veut pas du miel. Je pense que là, il y a on- des habitudes peut-être culinaires, Et même surtout- gustatives. Oui, Il y a mais- une dépendance, peut-être physiologiquement, le corps Oui, s'est mais- habitué à ça. Même il y a quelque chose qui va pas. Il y a un mélange en fait dans Ouais, ces gens de refus de séparation, de distinction de l'homme de la nature souvent. Oui. C'est-à-dire que ces gens-là sont prêts à La différenciation. tout pour dire la différencier. Oui. Alors que le principe de l'écologie intelligente, c'est de considérer que l'homme est un animal, même s'il est intelligent, est un animal qui fait partie de la nature. Et cette distinction permanente, souvent, c'est ça qui tue le discours écologique au final. Un témoignage concret, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que dans le véganisme, il y a cette idée qu'il n'y a pas, que justement il devrait y avoir une stricte séparation entre l'homme et la nature. Et il y a cette logique d'indifférenciation. C'est-à-dire, concrètement, il y a beaucoup de militants véganes qui en général sont pro-migrants, hein, parce qu'ils estiment que de toute façon, un national et un migrant c'est la même chose, culture de l'indifférenciation, qui sont en général dans un féminisme qui est assez agressif. Donc là, on a l'indifférenciation sexuelle, les hommes et les femmes, c'est la même chose. Et parfois, qui sont aussi dans ce côté anti-patriarcat, en disant les parents et les enfants, c'est la même chose. Donc c'est vrai que le véganisme s'inscrit dans un processus globaliste qui met tout au même niveau. Et c'est ça le danger. Et bon, je vous incite à réfléchir aux sources de financement de la plupart des organisations véganes internationales, et vous retrouverez les mêmes sources de financement que les ONG pro-migrants. Donc vous voyez, ça c'est intéressant, c'est comment le véganisme en fait est récupéré par le globalisme. C'est pour ça que moi je suis pour un véganisme local, mais pas quand il est récupéré, quand il est global. Hein, voilà. Ça veut dire que le véganisme apporte une critique qui est nécessaire sur la consommation de la viande, Oui. qui aujourd'hui effectivement est excessive et totalement dénaturée, Ben, mais que forcément le libéralisme s'adaptant à toutes ces menaces l'a fini par incorporer dans son marché. Exactement. C'est comme le féminisme. Hein. Le féminisme, à la base, c'est une idéologie qui veut simplement l'égalité homme-femme et mettre fin en violence des hommes sur les femmes. Par contre, elle est récupérée progressivement par le néo-féminisme, qui consiste à dire qu'il faut séparer homme-femme, il faut détruire la cellule familiale, il faut que les individus soient des purs consommateurs. Voilà, ça devient une idéologie consumériste. Ouais, ce parallèle avec le féminisme me semble très pertinent. On dit souvent que le féminisme est né en réaction au masculinisme du 19e siècle, qui est très bien représenté par le code civil post-révolutionnaire, alors qu'on était avant une société beaucoup plus équilibrée dans les rapports hommes-femmes, où les hommes avaient évidemment le pouvoir symbolique, mais qui était beaucoup plus équilibré. Le pouvoir total de l'homme dans la famille et dans la société au 19e siècle, qui était excessif à mon avis, qui peut être qualifié de masculinisme, a donné en réaction le féminisme, qui était, à mon avis, comme le véganisme aujourd'hui, une critique qui comportait énormément d'éléments très intéressants, mais comme tu le dis, on a très bien vu comment la société de consommation, le capitalisme, a très bien su récupérer ça et le mettre à son profit, en mettant les femmes au travail et aujourd'hui en créant une nouvelle industrie de l'agroalimentaire synthétique. Et du coup, ça peut créer des effets opposés. On voit notamment au Canada et aux États-Unis la montée de mouvements masculinistes qui s'opposent à la castration féministe. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec l'offensive végane qui est en train d'être mise en place, toute cette propagande qui est en train d'être faite, et aussi ces actions concrètement qui sont faites, il y a des gens qui ne prennent même plus en compte la défense des animaux en y étant sensibles, en disant moi pour contrer l'offensive végane, je vais remanger de la viande à foison et à foison. Donc on peut avoir même
Ah oui, c'est parce que le problème c'est qu'on est entré dans une société éclatée de communautés en guerre les unes avec les autres. C'est ce qui est très bien dit d'ailleurs dans l'archipel français de Jérôme Fourquin. Ouais. Et c'est à tous les échelons, parce que tu dis au Canada, moi j'ai un ami qui est là-bas qui me dit c'est assez évident quand on y vit, c'est l'opposition entre l'Ouest et l'Est, parce que l'Ouest est un peu encore en mode Far West, très proche de la nature et donc de la réalité. Aux États-Unis, c'est ça? Au Canada. Au Canada. Mais même au Canada, c'est très visible. Il dit, les rednecks de l'Ouest sont proches de la nature, ils savent ce que c'est. Donc, ils vivent sur un mode naturel et ils détestent les citadins de l'Est qui veulent leur imposer leur mode de vie et qui sont totalement déconnectés des réalités. Oui, parce qu'il y a également ce problème-là, comme on le voit aujourd'hui, mais il n'y a pas besoin d'être vegan pour ça, mais le véganisme est, je pense, l'extrême réponse à cette bêtise qui est le fait de vouloir imposer son mode de vie parisien à un agriculteur qui habite en Auvergne. C'est là-dessus, il y a un véritable problème également de déconnexion, comme on l'a dit, tout à l'heure. Ce qui m'inquiète dans la tournure que prend le véganisme, c'est cette espèce d'éclatement identitaire. J'ai vu beaucoup de militants, par exemple, qui se disaient, alors j'ai, à titre concret, une afro-végane féministe. C'est-à-dire afro... C'est le boss de la fin, ça. Voilà, afro opposé à la civilisation occidentale blanche, féministe opposé aux hommes, et végane opposé aux carnistes. Alors, quand on se définit à 3 niveaux contre la majorité de la société, c'est se condamner à une marginalité ou une schizophrénie identitaire. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est possible que ce véganisme récupéré archipélise les cerveaux humains. Tout le monde s'invente 50 identités, mais on n'en a plus aucune en fait. Mais c'est ce que Kaczynski appelait les ultra-socialisés, ce sont les gens qui sont extrêmement intégrés à cette nouvelle société et qui, s'il n'y avait pas de problème, en créeraient pour avoir quelque chose à dire. Oui, et puis que ce soit L214, 269 Life, Abolissons la vénerie aujourd'hui ou tant d'autres, tous ces petits regroupements de personnes, même s'ils ont plein de likes sur Facebook, etc., c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les vidéos. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sectaire, pas dans le véganisme en lui-même, mais en tout cas dans les associations véganes que tu as pu peut-être fréquenter? Moi, dans le sens vegan, si on définit la SEC comme une organisation secrète, encadrée par un gourou, avec qu'aurait vraiment une vision révolutionnaire, ça je crois pas. En général, c'est des gens qui sont quand même relativement bien intégrés dans le milieu du travail, mais qui n'ont pas de vision politique. C'est ça, moi, qui m'a particulièrement interpellé. À titre d'exemple, c'est refuser d'aborder le débat sur l'islam alors qu'on est vegan. Or, l'islam, c'est le halal, c'est l'égorgement rituel. Donc, pas que l'islam, d'ailleurs. Oui, le kasher au niveau du judaïsme. C'est par exemple ne pas se poser la question des migrants. Alors qu'en général, les migrants viennent de sociétés où le respect des animaux est quand même très limité, mais pourtant, ils n'ont aucune opposition à en faire rentrer massivement, alors que pourtant ça va générer des violences sur les animaux. Donc il y a un tabou. Le parallèle sur le féminisme est encore très pertinent d'ailleurs à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que le féminisme a un tabou. Rappelez-vous les événements. Mais la réalité, c'est que tous ces gens, toutes les franges sociétés qui se radicalisent en fait en opposition les unes avec les autres, du fait de l'éclatement en fait. On est en groupe communautaire qui se font une guerre sans pitié. Et donc chaque combat est de plus en plus radical. Et tout en haut, par contre, vous avez une oligarchie qui, elle, est structurée, et elle n'a pas 50 identités. Elle en a une. C'est l'argent. Exactement. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'a, en tant que vegan, ça m'interpelle de voir, d'essayer de comprendre pourquoi cette cause-là est tant médiatisée. Je pense qu'il y a quelque chose qui se trame derrière ça. Comment se fait-il que depuis 2-3 ans, parce que c'est récent, médiatisé. Ouais. C'est assez récent. Au-delà sans chercher à complot, de toute façon, l'argent explique beaucoup de choses. C'est-à-dire que derrière les associations de véganes, il y a aussi, et ça a été prouvé, L214 est financé par des lobbies qui financent la recherche dans les produits de substitution à la viande. Américain, également. Ouais, bien sûr. C'est noyauté, de toute façon. L214, c'est l'association de défense des animaux qui a le plus gros budget avec 30 millions d'euros. Et qui, il y a 10 ans, n'existait pas. Hein. Et Brigitte Bardot. Alors qui a été créé en 2008, qui s'appelait Stop Gavage contre le gavage des oies, qui ensuite s'est appelé L214, parce que c'est le nom d'une loi du code rural qui défend les animaux, hein, c'est bien ça. Mais si vous voulez comprendre une association, il faut comprendre ses sources de financement, et ces sources de financement appartiennent à des réseaux idéologiques qui eux-mêmes ont un intérêt caché. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché derrière le véganisme? Mais c'est le problème de toutes les idéologies un peu éthiques, un peu réformistes, qui sont repris par le système. Très bien, merci beaucoup Rodolphe.
On approche de la fin de l'émission, est-ce que vous voudriez faire un petit mot de la fin dans ce partage à l'eau? Bah, ma foi, moi j'ai été ravi de ce débat parce que je m'attendais à un vegan qui soit plutôt virulent, etc. Finalement, c'était très intéressant et très très sympathique. J'ai passé un bon moment, surtout moi qui suis, ma foi, qui défend les animaux dans les cirques, la corrida, la chasse, la pêche, voilà, toute la campagne que j'aime en fait. Mais ma foi, c'était très enrichissant ce débat. Merci Rodolphe. Bah, c'est moi qui te remercie aussi pour ce débat très intéressant. Vous voyez, quand parfois il y a des avis opposés, ils peuvent être synthétisables par des arguments qui sont constructifs. Moi, je dirais juste pour terminer que il est tout à fait possible de concilier la cause animale, le véganisme et un respect dans un cadre local qui ne soit pas globalisé. Parce que je pense que c'est ça vraiment le cœur du problème. La vraie violence, elle est dans les abattoirs industriels. Elle n'est pas dans les élevages locaux. Wonders. Alors moi je prendrais un peu un mot au final que tu as dit Jeanne tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon nous ne sommes pas totalitaristes, ce que mettent les gens dans leur assiette au final ça les regarde, tant que ça n'impacte pas la société dans sa globalité, dans son ordre naturel et la liberté des autres, tout simplement. Donc pour le reste, si tu veux manger du chou et pas de viande, bah mange du chou. Hein. Ce sera un très beau mot de la fin, et n'oubliez pas, si vous écoutez cette radio, c'est que vous êtes de la résistance.